sur Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach diplômée et fondatrice de To Believe Coaching. Passionnée de développement personnel, de yoga, mais surtout de trail running, j'aide les sportifs à atteindre un équilibre entre performance et bien-être. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances et mes expériences de coach professionnel, mais aussi de traileuse, pour que tu puisses progresser dans ta pratique tout en prenant soin de ton corps et de ton esprit. Tu viens peut-être de boucler une grosse saison de trail. Avec l'hiver qui s'installe, le changement d'heure, le manque de luminosité, tu te sens peut-être fatigué. Tu ressens encore les stigmates de tes courses objectifs. Mais tu te projettes déjà sur la prochaine course, le prochain objectif, l'année 2025. Tu vois plein de belles courses ouvrir leurs inscriptions et je suis sûre que tu penses déjà à t'inscrire. Si tu te reconnais, je suis certaine que l'épisode d'aujourd'hui va être très utile. Et si tu es plutôt de nature prudente, tu vas adorer le thème du jour. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu tabou dans le monde du trail et pourtant ô combien important, la récupération post-saison. Je te propose aujourd'hui d'aborder donc le thème de la récupération post-saison. Alors c'est peut-être quelque chose que tu ne connais pas, tu n'en as peut-être jamais entendu parler. En tout cas, c'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup, je trouve, sur les réseaux sociaux ou entre accompagnants, entre coachs, vis-à-vis de ces pratiquants. Le podcast Cœur de Trailer, il est axé sur 4 grands thèmes. Je te l'ai expliqué dans les épisodes précédents, mais si tu ne les as pas écoutés, je vais te le redire aujourd'hui. Le premier thème, on est sur le développement personnel, un peu plus introspectif, un peu moins pratico-pratique. La préparation mentale, c'est le deuxième thème, et là, on est vraiment dans le concret. Je te donne des outils qui te permettent de te préparer mentalement à ta pratique. Le troisième, ça sera la préparation physique. Et le quatrième thème, c'est la stratégie opérationnelle. On est passé en automne avec un changement d'heure, un changement de saison et il était important pour moi que j'aborde ce sujet de la récupération post-saison par le filtre de la stratégie opérationnelle. Je vais t'expliquer aujourd'hui en quoi il est important de programmer sa saison mais aussi sa récupération post-saison et les enjeux derrière cette période qui, à mon sens, est à ne vraiment pas louper. Comme d'habitude, je te donnerai des conseils pratiques que tu retrouveras sur le compte Instagram du podcast, donc Cœur de Trailer _ le podcast, dès jeudi. Dernièrement, j'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient fatigués. Beaucoup d'entre vous parlent de cette démotivation, de cette fatigue physique, mais aussi cette fatigue nerveuse, cette fatigue mentale. D'ailleurs, Mathieu Blanchard en a parlé lors de ses entretiens avec Dans la tête d'un coureur ou encore sur LinkedIn quand il fait ses posts professionnels. Il a parlé de la fatigue nerveuse qu'on peut avoir après justement un gros objectif. Au-delà de la fatigue physique, son corps récupère plutôt vite. D'ailleurs, il l'a partagé sur ses réseaux sociaux, notamment sur ses stories à La Réunion, en disant que physiquement, il se sentait bien, mais qu'il sentait quand même émotionnellement et nerveusement qu'il n'avait pas encore totalement récupéré. D'ailleurs, sa montre, je crois qu'il a une Garmin, lui indiquait que sa variabilité de fréquence cardiaque n'était pas optimale. Et donc, il a décidé de ne pas se relancer dans des entraînements ou vraiment des grosses sorties parce qu'il sentait bien qu'il y avait une fatigue. Et après une saison de trail intense, ton corps réclame ce repos. Et ce besoin ne concerne pas seulement tes muscles. Comme je l'ai expliqué, c'est essentiel pour l'ensemble de ton organisme, physique, mental et nerveux. Il a besoin de se régénérer
et de retrouver un certain équilibre. Pourquoi c'est crucial? Déjà physiquement, mais parce que à chaque effort, que ce soit l'entraînement, mais surtout dans les gros objectifs, tes muscles ils subissent des micro-traumatismes, des petites déchirures dans les fibres musculaires. Habituellement, ça se répare quand tu t'entraînes puisque le sommeil, la récupération, les temps off, les temps de repos font partie intégrante de l'entraînement. Mais après une longue saison, ton corps il a accumulé de la fatigue, des petites blessures, des petits stress, et si tu les ressens pas immédiatement, tu as quand même besoin de repos. Et le repos post-saison, il permet à ces tissus de se régénérer complètement. Tu réduis les blessures qui peuvent intervenir en cas de surmenage, mais aussi les inflammations. Et donc, forcément, c'est essentiel pour éviter tout ce qui va être douleurs chroniques qui peuvent survenir si tu ne laisses pas le temps à ton corps de guérir. Mais c'est pas tout. Tout à l'heure, je te l'ai dit, il n'y a pas que le physique, il y a aussi le système nerveux qui a également besoin de repos. En fait, pendant des mois, il a été sollicité pour maintenir ta vigilance, gérer ta coordination sur, par exemple, des terrains techniques et supporter des efforts intenses à l'entraînement et surtout lors de ton objectif, qu'il soit réussi ou pas réussi. Et donc la récupération, j'ai un peu envie de te faire une métaphore, c'est un peu la réinitialisation, c'est un peu le reset nécessaire pour repartir sans avoir cette fatigue accumulée. Donc on a parlé du physique, on a parlé du système nerveux et on va parler du mental, puisque ton esprit, lui aussi, il a besoin de souffler. La pression que tu vas te mettre sur chaque objectif, la pression que tu vas te mettre par rapport aux heures d'entraînement, la concentration, l'adrénaline que ça va générer, ça augmente le stress mental. Et sans période de décompression, ce stress peut mener notamment à la baisse de motivation. Tu peux même avoir une certaine lassitude vis-à-vis du trail. Donc prendre une pause, ça permet de retrouver, on va dire, un mental apaisé, de te réénergiser et de redonner un peu de sens à ta pratique si tu en as perdu. Alors, en conseil pratique, ce que je peux te proposer, c'est de planifier une pause complète de 1 à 2 semaines après ta dernière course de la saison, la course objectif normalement. Et pendant ce temps, tu vas laisser ton corps se détendre et vraiment déconnecter. Tu peux prendre des vacances, un week-end, tu peux complètement arrêter la pratique sportive, tu peux continuer une activité physique douce, comme le yoga par exemple. Tu peux aller faire de la randonnée tant que cette randonnée ne nécessite pas un engagement musculaire, un engagement mental excessif. Et ensuite, une fois que tu as fait ces 1 à 2 semaines de déconnexion avec ta pratique, mais aussi avec le sport en général, à ce moment-là, tu peux reprendre doucement avec la natation, du vélo, du yoga toujours, même des activités de course à pied, mais avec vraiment une mise en charge progressive. Donc 1 à 2 semaines, c'est à peu près ce que j'ai pris moi là sur le GRC après avoir été finisheuse du 100 km de Grand Raid Qatar. Je t'en ai parlé dans l'épisode précédent. Mais par contre, sur la CCC, donc la course de l'UTMB de 100 km, j'ai eu besoin de plus de temps parce que nerveusement, je sentais que je n'étais pas prête à recommencer l'entraînement et avoir un nouvel objectif. Pourtant, je me suis inscrite quasiment de suite au GRC après avoir abandonné à la CCC. Donc en fait, je te récapitule un peu ce qui s'est passé. Toute ma saison de trail cette année a été vraiment axée sur la CCC de l'UTMB au mois d'août. Malheureusement, j'ai été blessée 4 mois sur les premiers 4 mois de l'année. Ensuite, j'ai eu le Covid et ensuite, j'ai commencé l'entraînement. Il était quasiment mi-juin pour un 100 km fin août. Donc, une préparation très mitigée
avec de très mauvaises sensations physiques, beaucoup de pression parce que j'avais beaucoup parlé de cet objectif de l'année de la CCC sur les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup d'engagement financier, hein, parce qu'il faut savoir que pour la CCC, j'ai quand même dû emprunter plus de 2000 euros, que ce soit pour l'équipement, pour me rendre sur place, l'hébergement, la nourriture, et participer clairement à la CCC, à la course. Rien que le dossard, c'est 300 euros. Donc, il y avait un gros engagement financier et il y avait aussi un engagement familial puisque pour y aller, j'avais besoin d'assistance et donc j'ai demandé à ce qu'on m'accompagne. Donc, pour moi, il était important d'arriver à réussir cette course, de passer la ligne d'arrivée, et j'ai dû abandonner au 75e parce que je n'avais plus d'énergie, j'avais perdu le sens en fait que je donnais à cette course, et la pression était tellement importante que je n'avais que des ruminations, que des pensées négatives qui faisaient que j'arrivais plus à avancer. Bon, il n'y avait pas que ça, mais en gros c'était ce qui s'est passé. Et donc je suis rentrée des Alpes et je me suis quasiment inscrite tout de suite au Grand Raid Qatar pour me dire, voilà, j'ai un objectif 100 km cette année, j'ai à cœur de réussir de faire un 100 km cette année, donc je m'inscris. Et je me suis dit, dans une semaine, vu que de toute façon, je n'ai pas fini ma course à la CCC, j'avais fait 75 km et 4300 mètres de dénivelé positif, je me suis dit, au bout d'une semaine, je vais pouvoir reprendre l'entraînement et ça va bien se passer. Bon, résultat, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai eu besoin d'1 mois avant de pouvoir recourir. Physiquement, ça allait plutôt bien, même si j'avais des mauvaises sensations au niveau notamment de la cheville et du genou. Mentalement, j'étais pas très motivée dès qu'il y avait la météo qui n'allait pas avec mon entraînement. J'avais pas envie d'y aller. Et nerveusement, je sentais que j'étais très stressée. Donc j'ai décidé de parler à personne de la course du GRC pour pas me mettre une pression supplémentaire et vraiment d'y aller un peu en dilettante en disant voilà, je me donne à fond, mais je garde le plaisir en tête et pas la performance. Quoi qu'il en coûte, je voudrais finir, mais sans que ça vienne perturber mon intégrité physique et mentale. Et donc, finalement, j'ai dû attendre presque 1 mois avant de reprendre vraiment un entraînement de trail. Mais j'ai fait à la place des entraînements un peu plus doux, j'ai pratiqué le yoga tous les jours, j'ai fait du renforcement musculaire et avec l'activité associative que j'ai, au niveau des clubs, notamment de running et d'athlé, j'ai eu une activité, on va dire, douce, de mise en charge progressive tout au mois de septembre jusqu'à la course du GRC. Et la course du GRC s'est très bien passée. À la fois nerveusement, je sentais que j'étais vraiment en vigilance, en motivation, que j'étais vraiment lucide. À la fois physiquement, parce que j'ai quand même fait un record personnel sur le 50 km et le 80, je l'ai couru en 17 heures. Et à la fois, on va dire mentalement, puisque à aucun moment je me suis dit que j'allais abandonner dans cette course. Et je savais que j'allais passer la ligne d'arrivée. Donc, cette pause d'1 mois, elle a été vraiment salvatrice. Et c'est, même si c'est pas 1 mois, peut-être que c'est 1 semaine, peut-être que c'est 2 semaines, peut-être que c'est 3 semaines, 1 mois et demi. Mais cette récupération post-saison, elle est, à mon sens, hyper importante. Alors, on a parlé de la récupération physique, mentale et nerveuse et pourquoi il est important de faire une récupération post-saison après un gros objectif. Mais moi, j'ai envie de parler aussi de stratégie opérationnelle. Et dans la stratégie opérationnelle, il va y avoir la gestion de projet. On va imaginer que ton objectif trail, c'est ton projet. Et du coup, pour déterminer si tu as réussi ou non ton objectif, il va falloir faire une évaluation et un bilan. Et moi, j'aime bien voir ça de cette manière-là parce que ça permet de ramener un petit peu de concret dans sa pratique. Ça permet de savoir où on en est, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien et comment on va réévaluer, réajuster pour des perspectives de l'année prochaine, de la prochaine saison. Donc, ce temps de repos, c'est aussi une occasion en or pour faire le bilan de ta saison. C'est le moment de savourer tes réussites, de célébrer tes victoires, d'apprendre évidemment de tes erreurs, puisque
on va parler certes d'échec quand tu as un abandon ou quand tu n'as pas atteint un objectif à 100%, mais on le sait maintenant avec la tendance du développement personnel que chaque échec était une expérience et qu'on apprend de son expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs et progresser. Donc ça pose un regard constructif sur le parcours. Personnellement, j'aime bien revivre la saison en regardant des photos ou même des vidéos. Là, j'ai même l'intention de ranger mes médailles de finisher que je n'ai pas rangées depuis 10 ans. Ça veut dire que depuis 10 ans, à chaque fois que j'ai atteint un objectif, à aucun moment j'ai pris cette médaille de finisher ou ce t-shirt de finisher en me disant « je l'ai réussi, je suis fière, je suis contente ». Et à aucun moment je me replonge grâce à ces médailles. Alors je regarde les photos, les vidéos, je fais des réels sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça me replonge un peu là-dedans. Mais là j'avais vraiment envie de créer quelque chose, d'y passer du temps et de m'investir dans, on va dire, un tableau de mes réussites. Donc si toi ça te parle, ça, tu peux créer ton petit tableau de la réussite avec peut-être ton dossard, les médailles, une petite phrase sympa qui te représente, mais ça peut être aussi tout simplement un patchwork de photos, ça peut être d'encadrer, je vois, il y en a qui l'ont fait pour le Grand Raid de la Réunion avec le hashtag j'ai survécu, ils ont encadré leur t-shirt. Et donc, cette post-saison, elle est idéale pour faire ça et pour analyser ton année en tirant des leçons qui vont être utiles pour progresser. Alors, on ne va pas se mettre martel en tête, on ne va pas se mettre la rate au courbouillon, comme on dit, mais si je peux te donner quelques petites clés pour faire un bilan efficace, je t'en donnerai 3. La première, c'est quels objectifs pour toi ont été les plus marquants. Donc tu te notes peut-être sur un papier ou tu fais un audio si tu veux pas écrire. Moi j'aime bien le côté carnet de notes, je t'en ai déjà parlé sur les épisodes précédents, mais à mon sens il est important de pouvoir poser sur papier, donc avec ton écriture et le fait de voir les choses posées sur papier, ça a un peu plus d'impact en fait d'un point de vue émotionnel. Et d'un point de vue mémoire, ça ancre vraiment ça dans ton cerveau. Donc, tu marques, par exemple, sur ton carnet de notes, quels événements, quels objectifs ont été les plus marquants. Tu reviens sur les moments forts, quelle course t'a fait sentir au meilleur de ta forme, quelle course a été particulièrement difficile. Voilà, tu notes plein de choses comme ça et ce retour d'expérience, il va t'aider à identifier les types de courses et les périodes de l'année qui te conviennent le mieux. Tu vois, moi par exemple, j'ai un copain, il voulait absolument faire un 90 km et en plus pas des moindres puisque c'était un 90 km avec, je crois, presque 6000 de D+, dans les Alpes. Je ne vais pas donner le nom de la course parce que je pense qu'en écoutant ce podcast, il va se reconnaître. Et il l'a essayé plusieurs fois, il a échoué. C'est pas grave, il recommencera un jour et il réussira parce qu'il va justement tirer des enseignements de ça. Mais il s'est rendu compte ces derniers temps que les courses dans lesquelles il prenait le plus de plaisir, les courses dans lesquelles il se sentait en meilleure forme, c'était les courses entre 20 et 40 km. Et donc il a décidé d'arrêter d'aller plus loin et de se recentrer sur sa pratique, sur ces courses-là. Moi, à chaque fois que j'essaye de faire un ultra au mois d'août, je me plante. Par contre, quand je fais un ultra au mois d'octobre, c'est génial parce que je vis mon meilleur moment dans la pluie, le froid et la boue. Tu vois, c'est assez contradictoire, mais moi j'aime quand il fait froid, j'aime quand il pleut, j'aime quand le terrain est technique et du coup ça me va bien au mois d'octobre ou au mois de décembre notamment sur l'hivernal des Templiers. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé d'un bilan efficace, ça va être de noter quelle stratégie d'entraînement a plutôt bien fonctionné. Tu vas rappeler sur ce carnet de notes, si tu as pris l'idée du carnet de notes, tu vas rappeler tes séances, tes routines, tes méthodes de récupération qui t'ont été bénéfiques. D'ailleurs, tu peux, si tu as établi ton carnet de notes depuis le début de ta saison et que tu as suivi les conseils que je t'ai donnés dans les épisodes précédents,
tu auras soit des photos, soit des ressentis, soit des notations sur tes entraînements, sur ta récupération, etc., ce que tu as fait, ce que tu as mis en place. Et du coup, tu vas pouvoir aller retrouver sur les pages précédentes ce que tu as noté pour t'aider à remplir cette catégorie. Quelle stratégie d'entraînement a bien fonctionné, que ce soit les séances d'entraînement, les routines que tu as mis en place pour la mobilité notamment ou le renfort et la récup. Ça va être peut-être des séances de renfort, de yoga, de récupération active qui ont boosté tes performances ou pas. D'accord ? C'est vraiment individu dépendant. Ça dépend de l'individu. Et donc ce bilan te permettra de conserver les pratiques gagnantes dans ta future préparation. Ensuite, en point 3, il va y avoir justement quel point tu pourrais améliorer. Peut-être que tu as ressenti un manque d'endurance en fin de course, une faiblesse mentale dans les moments difficiles, et c'est autant d'indices pour adapter ton prochain cycle d'entraînement. Par exemple, en renforçant ton endurance, en travaillant ta nutrition ou en améliorant ta préparation mentale. Donc, ce fameux journal de bord, où tu vas noter tes observations après chaque saison, ça peut être un outil vraiment essentiel pour que tu puisses structurer tes entraînements et voir ton évolution d'année en année. Donc, je rappelle les 3 clés pour un bilan efficace. C'est quels objectifs ont été les plus marquants, quelle stratégie d'entraînement a bien fonctionné et quels points tu pourrais améliorer. Ok, donc là on a vu en chapitre 1 l'importance de la récupération post-saison d'un point de vue physique, mental et nerveux. En point 2, on a vu les enjeux de la récupération post-saison pour le bilan et les perspectives de la prochaine saison. Et donc en point 3, je vais réussir à articuler, j'ai envie de te parler de la préparation de la pause hivernale. Parce que autant on ne parle pas de la récupération post-saison, autant la pause hivernale, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. En tout cas, si tu en as entendu parler, c'est que tu dois certainement l'appliquer à toi sur les années précédentes et que tu as vu que ça fonctionnait et que c'est pour ça que tu fais ça. En fait, la récupération post-saison, c'est plutôt en automne. Donc, on s'entraîne plus trop, on récupère physiquement, mentalement, nerveusement, on fait le bilan et les perspectives pour la prochaine saison. On commence à s'inscrire sur les courses de la saison prochaine puisque les inscriptions se mettent en place. Il y a beaucoup de courses qui ouvrent leurs inscriptions en novembre et en décembre. Et donc, vu que tu as fait le bilan et les perspectives, tu as programmé ta prochaine course objectif de l'année d'après. Et là, maintenant, il va falloir que tu fasses ta pause hivernale. Et donc, ce n'est pas un arrêt total, hein. Au contraire. Bon, on va changer l'approche. On va avoir une approche un peu plus intelligente de l'entraînement. Et moi, je vois l'hiver comme une bonne façon de travailler ce qu'on ne travaille pas pendant la saison de trail. Je vais te proposer 5 axes sur lesquels tu peux te concentrer pour conserver ta forme tout en travaillant tes points forts et tes axes d'amélioration, puisqu'on dit axe d'amélioration en développement personnel, on ne dit pas point faible. Donc il va y avoir le maintien de l'activité en pleine nature, il va y avoir la variation des activités, le renforcement musculaire et le travail de mobilité, le travail de la VMA et la planification de la saison prochaine. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé en début de chapitre 3. Donc pour bien préparer sa pause hivernale, il va falloir travailler le maintien de ton activité de pleine nature parce que rien ne t'oblige à arrêter totalement le trail. Si l'envie est là, garde quelques sorties en nature, à rythme modéré, pour le plaisir et surtout pour garder le lien avec la pratique. Après, ça dépend d'où tu habites. Si tu habites dans les Pyrénées et qu'il neige et que tu n'as pas accès aux sentiers dans les Pyrénées parce que tu dois chausser les raquettes ou les crampons, je comprends que tu abandonnes totalement la pratique du trail et que tu fasses une autre activité. Maintenant, si tu habites dans une ville ou proche de la campagne,
ou dans la campagne, il est peut-être un peu plus aisé de continuer à pratiquer de la course nature dans les sentiers, dans la forêt, etc. Après, l'hiver, c'est compliqué de faire des sorties longues de 2 heures, 3 heures, que ce soit dans la forêt ou que ce soit dans les sentiers de campagne, parce que y a du vent, il fait froid, il fait moche, il y a de la boue, parfois il y a aussi de la chasse et de l'agriculture. Donc, si tu ne peux pas maintenir une activité de pleine nature, varie les activités. Et on passe donc au deuxième point. L'hiver, tu peux explorer d'autres sports. Le ski, la randonnée en raquette, le vélo, la natation, etc. Et en fait, ces activités-là, elles te permettront de te maintenir dans un certain mouvement, dans une activité, et solliciteront ton cardio sans forcément épuiser tes muscles. En variant, tu vas entretenir ta forme tout en te changeant les idées, mais aussi en construisant d'autres schémas moteurs. Tu vas créer de nouvelles expériences corporelles et mentales. Moi, ce que je peux te conseiller en 3, et ça c'est un point que je trouve indispensable tout au long de l'année, mais particulièrement en hiver, c'est de travailler ton renforcement musculaire et ta mobilité. On ne le répétera jamais assez, un corps fort, c'est un trailer plus performant. C'est un trailer qui est moins sujet aux blessures. Donc, intégrer des exercices de préparation physique générale, de mobilité, comme par exemple du yoga, du pilates ou de la mobilité pure, pour renforcer les muscles stabilisateurs, pour améliorer la souplesse, pour créer de nouvelles connexions neuronales, pour améliorer ton schéma corporel, c'est primordial. Et ce travail de fond, ça te préparera pour une saison sans pépins physiques. Donc, s'il y a bien un point que tu dois retenir impérativement pour la pause hivernale, c'est de travailler le renforcement musculaire, la mobilité, de varier les activités. Et pour garder un petit peu cet effet course nature ou cet effet course à pied, tu peux aussi décider, en plus de ces entraînements de renforcement musculaire et de mobilité, de travailler ta fréquence cardiaque, ta VMA. Donc la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Donc c'est la vitesse maximum que tu vas atteindre en ayant un seuil aérobie. Donc le seuil aérobie, c'est ta capacité à t'oxygéner pendant l'effort. Donc on travaille la VMA comment ? En faisant de la VMA. C'est-à-dire des entraînements de fractionnés notamment. Donc tu as plein de programmations d'entraînement pour la pause hivernale qui existe sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas t'en partager aujourd'hui une générique sur le podcast. Ce n'est pas le but. Le but ici, c'est vraiment de t'apporter des outils et après, c'est à toi d'être proactif sur ton entraînement et d'aller soit te rapprocher d'un coach, soit de prendre un bilan de coaching avec moi, soit d'acheter un bouquin, soit d'aller chercher sur ChatGPT quel est le meilleur entraînement VMA pour sa pause hivernale. Voilà. Après, encore une fois, comme je le répète souvent lors de mes épisodes de podcast, mais aussi ce que je répète sur les réseaux, l'avantage d'avoir un accompagnement individuel par un coach, c'est tout simplement quelqu'un qui va te suivre, toi, personnellement, avec tes besoins, tes capacités, qui va réussir à te motiver quand tu es en démotivation, qui va réussir à te freiner quand tu vas un peu trop loin et qui va te donner un programme qui sera vraiment adapté à ton rythme de vie. Ce qui n'est pas le cas pour l'Internet et les programmes type. Et puis, c'est l'avantage d'avoir un coach, c'est qu'il va te corriger aussi, quand il y a besoin de te corriger. Donc, le travail de VMA, c'est quelque chose que tu peux intégrer surtout dans la pause hivernale. Donc, c'est des efforts courts, intenses, sur piste ou terrain plat, et tu vas gagner en vitesse sans alourdir ton programme annuel, puisque c'est quelque chose que tu ne vas pas forcément faire plus tard dans ta saison. Et donc, le 5e point que j'aimerais aborder dans ce dernier chapitre du podcast, c'est la planification de la saison prochaine et le bien-être.
Tout à l'heure, je t'ai expliqué que dans ta récupération post-saison, tu vas faire le bilan et les perspectives pour l'année prochaine. Et qu'en octobre, novembre, décembre, c'est là où il y a beaucoup de sorties, d'inscriptions, de trails pour 2025. D'ailleurs, avec l'engouement qu'il y a autour du trail ces dernières années, les inscriptions, il faut vraiment s'y filer pour réussir à avoir une place. Donc il faut limite mettre un rappel sur son agenda pour pas louper l'heure à laquelle va sortir l'inscription du trail, parce que sinon tu passes à côté. Et donc prends ce temps pour fixer des objectifs réalistes et structurer ton entraînement de l'année prochaine. Une fois que tu as choisi ton objectif, que tu t'es inscrit, à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre des sous-objectifs. Tu vas pouvoir intégrer un entraînement en rapport avec les sous-objectifs et l'objectif principal. Ça, c'est de la gestion de projet, c'est de la stratégie opérationnelle et on en parlera dans un autre épisode quand il s'agira de parler de la programmation de la saison. Donc pense aussi à intégrer des moments de bien-être pour rester motivé tout au long de la saison quand tu vas faire ta programmation. C'est pas le tout de programmer les objectifs, les sous-objectifs et l'entraînement. Pense aussi à intégrer les moments où tu vas travailler ton développement personnel, les moments où tu vas pouvoir travailler ta préparation mentale, les moments de récupération, les moments de coupure, notamment lors de l'affûtage. On en parlera de cette notion d'affûtage dans un épisode qui va parler de la préparation physique. Voilà, donc ces 5 actions hivernales, elles te permettront de bâtir vraiment une base solide pour progresser dès que la saison hivernale sera terminée, dès le printemps. Alors comme chaque épisode, je te propose toujours un challenge de la semaine. Et pour cette semaine, j'ai envie de te lancer un défi plutôt simple pour t'aider à tirer le meilleur de cette pause automnale. Donc tu vas choisir une action, une seule. Tu vois, je t'en demande pas trop, je t'en demande qu'une. Mais choisis-la bien. Parmi celles qu'on vient de voir, donc parmi les 5 choses que tu peux faire pendant ta récupération post-saison, que ce soit prendre un vrai temps de repos pour ton corps et ton esprit, que ce soit essayer une nouvelle activité, que ce soit faire un mini bilan de ta saison passée pour comprendre ce qui a fonctionné, ou encore que ce soit réfléchir à un objectif pour l'année prochaine pour pouvoir programmer et t'inscrire à ton futur trail. Choisis une action simple qui va te permettre de transformer ta saison prochaine comme un tremplin de progression. Le fait de choisir une seule action, ça va optimiser ta réussite. Mais si tu penses pouvoir faire toutes ces actions-là, je ne te freinerai pas, évidemment. Alors si tu veux partager ton expérience avec moi, tu peux le faire en commentaire de ce podcast. D'ailleurs, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles ou le nombre d'étoiles que tu veux, mais 5 ça fait toujours plaisir. Ou éventuellement le partager autour de toi et venir sur le compte Instagram du podcast pour échanger sur tous les outils que je te donne à chaque épisode. Voilà qui conclut cet épisode de Cœur de Trailer sur la stratégie post-saison. Donc on a vu que l'automne est loin d'être une trêve et que c'est finalement une opportunité en or pour faire le bilan de ton année, recharger tes batteries et préparer une reprise intelligente en conservant une activité bien dosée. Dans le prochain épisode, on plongera dans la planification annuelle de ton entraînement. Je partagerai des conseils pour structurer ta saison, réduire les risques de blessures et maintenir le plaisir tout au long de l'année. Parce qu'un entraînement bien construit, c'est la clé d'une progression durable et d'une motivation solide. Merci d'avoir écouté ce long épisode de Cœur de Trailer. Si ces conseils te sont utiles, pense à t'abonner et à partager ce podcast. Si tu trouves que les épisodes sont trop longs ou pas assez, qu'il manque quelque chose, n'hésite pas à en faire part dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, profite bien de cette pause automnale pour recharger les batteries de ton cœur de trailer.